J'ai vu Wicked partie 2, littéralement méchante partie 2. Enfin, qu'est-ce que je dans quoi je me lance? Et j'ai trouvé ça pas mal, je vais argumenter sans spoiler, sans divulgacher quoi que ce soit, la suite du diptyque sur les origines de la méchante sorcière de l'Ouest, du magicien d'Oz. Mais avant ça, je fais une petite rétrospective. Le magicien d'Oz, on se rend pas compte en France d'à quel point c'est un putain de monument aux États-Unis. Genre vraiment, c'est cultissime. Ça a été parodié à toutes les sauces, en partie parce que maintenant c'est libre de droit. Mais dans la pop culture, il y a eu des parodies dans Tom et Jerry, dans les Simpsons, ça a été référencé dans Matrix, Avatar, Roger Rabbit, Shrek. Le Magicien d'Oz, c'est un monument aux États-Unis. En partie parce que c'est le premier conte vraiment américain, pas européen. C'est un livre de 1900, écrit par Lyman Frankbaum, de ses initiales LFB. C'est pour ça que la sorcière dans Wicked s'appelle Elphaba, qui est le gendre de Matilda Joslyn Cage, une féministe abolitionniste qui l'a beaucoup inspiré, et qui doit son nom à l'effet Matilda, celui qui dit que les femmes sont un peu trop invisibilisées dans le domaine des recherches scientifiques et que les résultats de leurs recherches ont été réattribués aux hommes. Le nom de cet effet vient de la belle-mère du créateur du Magicien d'Oz. C'est devenu particulièrement culte avec le film de Victor Fleming de 1939, qui est vraiment très très connu, et à raison, il est très important dans l'histoire du cinéma. Pour y mettre des pincettes, c'est pas le premier film filmé en couleur, mais c'est le premier film qui, dans l'esprit du grand public, est le premier film de l'histoire en couleur. Faut se dire qu'il y a des gens, ils ont lu le livre, et ils imaginaient ça très coloré, ils ont commencé le film du Magicien d'Oz, ils se sont dit, ok, les premières 20 minutes, elles sont en noir et blanc. Et puis, ce moment où Dorothy ouvre la porte de sa maison et où on découvre les couleurs de la route de Brick Jaune, très premier degré, ça là, c'est un moment révolutionnaire dans l'histoire du cinéma. Dans l'esprit collectif, c'est un moment de bascule sur le cinéma en couleur. En tout cas, c'est le premier film en Technicolor, ça c'est sûr et certain. Et à partir de là, la machine était en route, on a eu plein d'autres versions, on a eu Return to Oz de Walter Murch, qui est le monteur fétiche de Francis Ford Coppola, et qui a réalisé une suite post-apo dark fantasy du Magicien d'Oz. C'est vraiment génial dans l'ambiance, ça ressemble beaucoup à ce que pouvait faire Frank Oz avec Labyrinthe et Dark Crystal. Puis il y a eu la pièce de Broadway, Wicked, qui est une relecture du Magicien d'Oz du point de vue de la méchante sorcière de l'Ouest. Elle correspond à tous les archétypes clichés de la sorcière, avec le nez crochu, le chapeau pointu, le balai. Sauf que, entre-temps, en presque 100 ans, la figure de la sorcière, elle a été complètement déconstruite par les mouvements féministes et leur représentation. Maintenant, on se fait plus du tout la même image de la sorcière dans notre tête. Et c'était censé déconstruire la vision manichéenne que nous proposaient les contes de fées à une époque, en nous montrant qu'en fait, la méchante, elle a été radicalisée par un système totalitaire, et qu'en fait, c'est juste une révolutionnaire libérale qui voulait sauver les animaux qui parlaient, et qu'elle a été victime de racisme. Et on y mettait plein de retcons liés au Magicien d'Oz, qui ont dû en énerver plus d'un à l'époque, vu comment c'est un monument intouchable. Puis après ça, il y a eu Le Monde Fantastique d'Oz de Sam Raimi, qui est un préquel sur le Magicien d'Oz lui-même et ses origines, joué par James Franco, qui était correct. On reconnaissait Sam Raimi dans ses idées visuelles d'horreur. Il y avait quelques bonnes idées, mais globalement c'était un peu de la bouillie numérique, pas très mémorable. C'est vraiment pas le meilleur film de sa carrière à Sam Raimi. Et donc là, vous comprenez bien pourquoi, il y a un an, quand Wicked Partie 1 est sorti, on nous a matraqué d'un point de vue promotionnel. C'était partout. C'était vendu comme la grosse production, l'événement cinématographique de la fin d'année, parce que aux États-Unis, le Magicien d'Oz, c'est un truc de fou. Les chansons, elles sont devenues trendy. On nous annonce que ça va être réalisé par John M. Chu, qui est le mec qui a fait l'adaptation au cinéma de In the Heights, qui est une autre pièce de Broadway de Lin-Manuel Miranda, qui est le grand nom de la comédie musicale actuelle, parce que c'est lui qui a fait Hamilton, et qui avait fait plusieurs chansons de Disney récents, comme Encanto par exemple. In the Heights, que j'avais adoré, je l'ai vu à un moment où j'avais besoin de le voir, et ça m'a rendu tellement heureux ce film. Puis on nous met Jeff Goldblum dans le rôle du Magicien d'Oz, et dans les deux rôles principaux, Cynthia Erivo, qui est une habituée des comédies musicales, qui a dernièrement interprété Jésus dans la dernière version de Jésus Superstar, une comédie musicale historiquement blasphématoire. Depuis sa création dans les années 70, ça fait 50 ans que c'est blasphématoire, Jésus-Christ Superstar. Et Ariana Grande, la chanteuse, qui avait commencé sa carrière en tant qu'actrice, et qui là joue une espèce d'auto-parodie, ou plutôt une parodie de la vision que les gens ont d'Ariana Grande, en jouant un personnage de bourgeoise superficielle, qui est maladroitement raciste et glottophobe, et qui essaye de se donner bonne conscience en faisant des actions superficielles à son image, et elle le joue d'une manière qui est hilarante. Genre vraiment, le personnage est agaçant, mais il est pas détestable, il est un peu attachant quand même, et ça la rend très drôle parce qu'elle est un peu coconne, contrairement à Elphaba, la sorcière, qui elle est toute puissante, et qui est rejetée pour sa couleur de peau, la sorcière qui a la peau verte, jouée par une actrice noire, pour que ça soit un peu plus explicite,
pour les personnes qui n'ont pas de littératie médiatique. Parce que le magicien d'Oz, ça a toujours été progressiste. C'est même devenu une expression. Et les amis de Dorothy, c'est un code utilisé par la communauté LGBT pour parler de leurs membres. Et même si c'est pas frontal dans le film, on nous fait comprendre que la relation entre Elphaba et Glinda, c'est pas juste une relation amicale. Elle est clairement homosexuelle. C'est pas frontal, mais je ne déconne pas, je ne rigole pas. Dans Wicked partie 2, le moment où le titre apparaît, c'est sur un champ de fleurs qui est aux couleurs du drapeau lesbien. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? C'est un mini spoil, mais vous allez tout de suite le voir. Je fais partie des gens qui ont plutôt apprécié le premier film. De base, j'apprécie beaucoup les comédies musicales. C'est quelque chose que je tiens à défendre corps et âme. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de mode en ce moment de détester les comédies musicales. C'est pour ça qu'on en a de moins en moins d'ailleurs. C'est pas trop dans notre culture aussi en France, mais c'est une dinguerie. Je ne comprends pas pourquoi les gens détestent la musique. Les arguments que j'entends des personnes qui n'aiment pas ça, ils sont absolument pas valables. Le principal argument que j'entends, c'est que oh ça me fait sortir du film, en fait j'y crois pas parce que d'un coup les personnages y chantent, c'est bizarre. Il y a un contrat que le spectateur passe avec le film, tous les films, qui s'appelle la suspension consentie d'incrédulité. Si vous pouvez croire en un géant de couleur violette qui fait disparaître la moitié de l'univers en claquant des doigts avec des cailloux magiques, vous pouvez croire en une meuf qui chante. C'est un des arguments que j'entendais l'an dernier encore avec Joker Folia 2, je ne comprends pas, s'il vous plaît. Surtout que les personnes que j'entends dire ça, je leur ai fait découvrir La La Land, Chantons sous la pluie, ils étaient en mode bah oui j'ai bien aimé, mais putain de merde. Alors je dis pas, il y a des mauvaises comédies musicales, il y a des moments où les chansons elles font ralentir la narration. La plupart du temps quand c'est bien fait, les chansons elles font soit avancer l'histoire, soit elles permettent de développer les personnages avec un langage universel qui est quand même la musique, bordel. C'est un genre qui me rend particulièrement heureux et vous vous rendez pas compte d'à quel point c'est varié parce que vous avez en tête l'archétype américain de la comédie musicale, mais comment c'est loin avec Orelsan, c'est une comédie musicale. De fait, c'est les casseurs-flotteurs, c'est Orelsan qui s'arrête et qui chante. Voilà, c'est quelque chose qui m'énerve, parenthèse refermée. Bref, le premier film, j'avais trouvé qu'il y avait des moments assez touchants, la scène dans la boîte de nuit, là, elles font une danse en duo, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Par contre, pour un film qui parle de l'accord entre les couleurs rose et vert, c'est un film qui accorde pas trop ses couleurs. Je sais pas où est passé l'étalonneur, s'il est mort ou quoi, pendant la post-prod, ou s'il a démissionné, mais comment tu peux faire un film avec des décors aussi colorés et avoir un étalonnage aussi terne? Pour un film qui se base sur l'univers d'un film qui a fait découvrir la couleur au grand public, le Technicolor, avec beaucoup de charme, la saturation des couleurs dans Le Magicien d'Oz, pourquoi c'est aussi triste dans Wicked? Je ne comprends pas. La colorimétrie est vraiment ratée, je trouve en tout cas. Et il y a aussi le fait que c'est un peu une bouillie numérique, un peu comme le film de Sam Raimi. Ce qui est ironique quand on sait qu'il y a quand même eu beaucoup de décors pratiques. C'est dommage parce que ça se voit pas, on dirait que tout est en CGI. Et il y a vraiment quelque chose qui fait lisse et délavé, c'est très étrange. Mais si vous avez aimé la première partie, la deuxième partie devrait vous convenir. Je l'ai trouvée un peu moins bonne que la première, c'était un peu trop long, pas lent, juste long. Genre vraiment, il y a une demi-heure qui est en trop, qu'on aurait pu couper, je sais pas, ça manque de rythme. Si vous avez trouvé que la première partie était un peu trop niaise, teen movie, parce que ça en reprend tous les codes, c'est à l'université avec des dramas, des histoires de cul, la scène de bal. La partie 2, je m'y attendais parce que j'avais vu une captation de la pièce de Broadway, je savais comment l'histoire se terminait, j'ai pas été surpris par les ressorts narratifs et les twists, etc. Même s'il y en a quelques-uns qui sont vraiment prévisibles. La partie 2 se veut beaucoup plus tragique. Tragique avec de grands guillemets, hein, c'est pas non plus super violent ou quoi que ce soit, mais d'un point de vue émotionnel, pour ce qui se passe quand même pour les personnages, il y a des trucs assez vénères, surtout si vous connaissez le Magicien d'Oz et ce qui se passe dedans, et surtout maintenant que Elphaba, la sorcière, est devenue une figure marginale de contre-pouvoir face à la dictature du Magicien d'Oz, qui est, comme vous le savez, je vais pas vous spoiler, un truc giga connu qui a plus de 100 ans. Le Magicien d'Oz n'est pas un magicien, mais un escroc pyrotechnicien. C'est un superviseur d'effets spéciaux, le Magicien d'Oz. Et donc là, c'est exploité d'une manière à en faire un mec qui tire les ficelles dans l'ombre et qui est en fait un gros connard qui a ségrégué une partie de la population de son royaume. C'est intéressant, je comprends le point de vue, même si à la base c'était pour déconstruire l'aspect manichéen d'une œuvre. Ils ont refait une histoire manichéenne, sauf qu'ils ont inversé les rôles. Là, la méchante, bah, c'est la gentille, et le gentil, c'est le méchant. Il y a les mêmes problèmes d'étalonnage, d'effets spéciaux. Le travail de maquillage est très bon. Cependant, il y a des personnages que je ne vais pas spoiler, que vous connaissez, qui sont vraiment très très bien maquillés. Les chansons sont pas aussi mémorables que dans le premier. Ils ont mis les meilleures chansons dans le premier, dont Popular, qui avait déjà été chanté par Ariana Grande 10 ans avant qu'elle fasse Wicked avec Mika. Vous
vous avez peut-être vu passer cette chanson à un moment sans savoir que ça venait de Wicked à la base. Et l'aspect le plus touchant de toute cette histoire, ça reste la relation amicale. Elles étaient de très bonnes amies entre Elphaba et Glinda, qui sont le cœur émotionnel des deux films. Il n'y a aucun autre personnage qui arrive à être plus émouvant que ces deux protagonistes. J'ai trouvé ça pas mal, ça m'a un peu déçu, c'était un peu convenu. J'ai juste eu l'impression de voir un épilogue au premier film que j'avais apprécié, mais rien m'a spécialement surpris. Passé la découverte du premier film, je capte bien le fait que c'est censé être un seul film découpé en deux, et que ça aurait été trop long de faire un film de 5 heures, mais c'était un peu ce à quoi je m'attendais. Ça m'a moins touché que le premier. Il n'empêche que le fan de comédie musicale en moi a été très content, surtout que là j'en ai enchaîné deux. Hier soir j'ai vu Podane en rétroprojection, celui de Jacques Demy. J'ai trouvé ça vachement mieux. Là, si je dois vous recommander un film, ça serait plus Podane que Wicked 2. C'est plus coloré, Jacques Demy a plus de talent de metteur en scène et il avait un meilleur étalonneur il y a 50 ans. Je suis quand même pas mécontent d'avoir vu Wicked 2. Si vous voulez aller le voir, si vous avez aimé le premier, allez-y. Si vous êtes fan d'Ariana Grande, allez-y. De mon côté, j'ai fini ma review qui est déjà trop longue